Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Alors ici on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, de tout le monde sans aucun complexe. Et aujourd'hui justement on va parler du fait d'appartenir à plusieurs catégories à la fois. Quand on parle des minorités ethniques, on les énumère comme nous l'avons fait à l'instant, les asiatiques, les blancs, les roms, les noirs, les arabes, comme si ces catégories étaient nécessairement imperméables les unes aux autres. Pourtant, de nombreuses personnes, du fait de leur apparence physique ou de leurs origines multiples, ne sont pas si facilement classables, entre guillemets. Et pour nous aider dans cette réflexion, nous avons aujourd'hui Samira Ibrahim. Salut Samira. Bonjour Samira. Salut Grace. Qui font des selfies. Non mais je sens que je suis... Fais des stories. Des stories, pas des selfies. Je suis inclassable, c'est ça? Ah oui, tu es inclassable. Alors, tu es actuellement journaliste à France Média Monde. Tu as été présentatrice de télévision. On t'a notamment vu aux manettes de l'émission Investigation sur France O, mais aussi sur France 2 aux côtés de Julien Courbet. Merci d'être avec nous. J'en suis ravie, merci. À vous. Dans Kiffe ta race, Samira, nous avons un rituel. Nous demandons à toutes les personnes qui acceptent de se joindre à nous de se situer sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, Grace est asiatique et je suis noire. Comment tu te définirais, Samira, si tu dois te définir? D'où je parle, je suis... à ta droite. Alors évidemment, j'ai écouté vos podcasts, j'adore l'esprit, je trouve que c'est très riche, on apprend énormément de choses. Et effectivement, j'ai appris qu'il fallait que je me situe. C'est très compliqué pour moi. J'ai jamais su vraiment me situer. Et surtout quand j'entends parler de race. Moi, c'est vraiment un mot qui m'irrite. Je comprends pas, on est tous de la même race, on est des êtres humains. Donc ça, c'est dans le... Je me suis rendu compte que c'était un peu dans le monde de Disneyland, quoi. Chez les bisounours, effectivement, il n'y a qu'une race humaine, et puis après, il y a des animaux, il y a des races autres assez diverses. Ça, c'est ce qu'on apprend, évidemment, à l'école. Et en fait, on se rend très vite compte dans la vraie vie, en effet, quand on regarde autour de nous, que, eh bien non, il y a d'autres choses. Alors moi, je parlerais peut-être plus de perception, parce que je crois qu'il y a une différence entre comment nous, on se voit, comment on se perçoit, et comment l'autre nous perçoit. On a toujours l'impression, enfin moi je rencontre toujours des gens qui savent plus que moi qui je suis ou d'où je viens. Alors ça me fait toujours rire. Moi je me perçois comme moi, comme une femme sympathique, drôle parfois. Ça c'est à nous de le dire. Non mais on en parlera à la fin de l'émission. On sait jamais si tu oublies Rokhaya. Non mais plus sérieusement, c'est vrai que quand je me présente en tant que Samira Ibrahim, journaliste. Voilà, c'est un peu prendre le pouvoir sur ce que j'ai fait de ma vie, en fait. Mais je reviens jamais sur mes origines. Parce que, en fait, comme quand les gens me disent « Ah, je suis noire et j'en suis fière », ça m'étonne toujours et ça me fait un peu rigoler, puisque « Mais t'es fière de quoi? T'es née comme ça ?» Moi, je peux être fière de quelque chose que j'ai fait, que j'ai créé, une situation dans laquelle que j'ai visualisé, que j'ai développé, mais fière d'être jolie, d'être noire, asiatique, tout ce qu'on veut, c'est étonnant. Donc moi, la fierté, elle vient en opposition au fait que tu sois conforme ou pas à des canons dominants. Exactement. Et c'est parce qu'à un moment donné, on est provoqué, on est ramené à une case qui ne nous correspond pas. Et c'est pour ça, encore une fois, je reviens sur le terme perception. Moi, ma perception de moi-même, si on parle d'origine, et je ne reviendrai pas sur le mot race, mais je me vois comme étant française, d'origine arabe, égyptienne, égypto-soudanaise, parce que ma mère est égyptienne, mon père est soudanais, nubien. Ils font jamais les choses simplement chez moi, c'est bizarre. Alors c'est un peuple incroyable, donc j'aime souligner que je suis nubienne, parce que c'est aussi important dans ce qu'on m'a transmis. Je suis née à Beyrouth, au Liban, donc je me sens aussi appartenir à cette culture orientale, et je suis africaine, parce que l'Égypte, le Soudan sont sur le continent africain et je me sens profondément africaine. Et tout ceci n'enlève pas mon côté et mes références et ma culture française. Donc je suis
tout ça à la fois. Et j'adore, comme référence, donner le livre d'Amin Maalouf, Les identités meurtrières. On peut pas dire je suis moitié ci, un quart ça. Non, je suis tout ça à la fois et j'ai le droit de me présenter comme tel. Est-ce que tu as toujours été consciente de ce melting pot qu'il y a en toi ? Est-ce que toute petite, tu as été dans ta famille élevée en conscience de toutes ces appartenances, ou est-ce que tu l'as découvert un jour ? Non, évidemment, je crois que j'en étais consciente, mais que je mettais comme un voile dessus parce qu'il fallait continuer à avancer. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée en France, j'avais 5 ans, donc évidemment, je me suis bien rendu compte qu'on m'avait enlevée d'un milieu dans lequel j'évoluais. Moi, je suis née à Beyrouth, j'étais dans une école maternelle où j'apprenais le français et l'arabe, j'écrivais le français et l'arabe, et puis et je suis arrivée en France, et avant ça, on avait fait un stop en Égypte, donc j'ai bien vu que voilà, même le français, je le parlais pas de la même manière, je l'entendais pas de la même manière. Il était beaucoup plus chantant. Le français oriental est différent. Donc oui, j'ai dû évidemment m'adapter très vite. J'avais qu'un désir, c'était retourner un petit peu. Pour moi, c'était cet Orient perdu, mais je savais que j'étais différente, mais je ne comprenais pas tout ce kaléidoscope de différences. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était compliqué. J'étais arabe, mais j'étais pas comme les arabes que je rencontrais à l'école. Est-ce que tu peux préciser, qu'est-ce que tu peux préciser par rapport justement aux gens qui savent pas forcément quelle différence il y avait entre toi et les arabes de l'école ? Mais en fait, entre le Maghreb et le Machrek, déjà, il y a une grande différence. C'est-à-dire qu'entre l'Orient, le Liban, l'Égypte et la Tunisie, le Maghreb, quoi, il y a une différence. Et effectivement, je ne parlais pas la même langue. Je parlais le dialecte libanais-égyptien, donc c'était pas du tout pareil. Donc, j'étais pas forcément considérée. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'arabes à l'école où j'étais. Donc, voilà, je ressemblais à une indienne. Ma mère venait me chercher, elle est blanche, les cheveux longs, soyeux. Et moi, j'avais des cheveux indéfinissables, ni crépus, ni frisés. Enfin, c'était bizarre, je ne comprenais pas moi-même. Je cherchais très tôt une solution à mes cheveux. Et mon père, lui, était noir et soudanais, type très grand. Donc oui, je savais que j'étais entre plein de choses, mais je ne comprenais pas. Donc, voile, on verra ça plus tard, on avance, on s'adapte, on s'intègre, comme les gens aiment dire. Je déteste ce mot. Et voilà. Et cette ambiguïté ethnique, justement, que tu décris, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement d'où on ne peut pas te mettre dans une case dès le premier abord. Donc, est-ce que les gens, quand ils te rencontrent et qu'ils ne savent pas qui tu es, ils essaient de te situer, eux ? Est-ce que leur perception, elle est... Enfin, qu'est-ce que les gens te disent ? Mais ici, en France et dans les pays arabes, parce que j'allais tous les étés en Égypte ou dans d'autres pays, et évidemment, les gens... alors moi, à un moment donné, je suis passée du libanais au dialecte libanais, du dialecte libanais au dialecte égyptien, et donc les gens, quand je parlais égyptien, étaient étonnés, comme s'ils découvraient qu'en Égypte, il y avait des Noirs. Ben oui, quand même. Et donc tu te décris comme noire aussi. Ah bah oui, mais tu l'as pas dit en fait. Évidemment, je suis noire. Ah oui, mais parce que ça se voit, c'est tellement... Mais oui, mais tu sais qu'on est sur un podcast, Samira, que les gens ne te voient pas. Je suis noire. Non, mais si, j'ai dit tout à l'heure. Non, tu l'as pas dit. Non, je l'ai pas dit. Ouais. Mais c'est tellement... C'est ça qui est étonnant, c'est que devoir dire qui on est alors qu'il suffit d'être et d'interagir avec l'autre pour... Enfin, c'est étonnant d'être sommé toujours à se définir et à définir son identité. Et donc en Égypte, en Égypte, on reconnaissait pas comme égyptienne parce qu'on me disait ouais mais ton père est soudanais, ouais mais il a grandi en Égypte et je parle égyptien et je connais pas le Soudan et je fais ce que je veux. Je dis si je veux dire que je suis égyptienne, je suis égyptienne. Et jusqu'à maintenant les gens te disent mais jamais on parle égyptien quand je vais en Égypte, on parle anglais. Parce qu'en plus on voit que t'étais d'ailleurs, donc du coup. Et en France aussi. Alors moi j'ai décidé. Parce qu'à un moment donné, le pouvoir, ça se prend. J'ai décidé de prendre ça de manière très positive. Et de me dire, mais c'est normal, les gens sont curieux, ils veulent savoir d'où je viens. Alors bien sûr, et comme j'adore les endroits d'où je viens, et j'aime beaucoup toutes ces cultures que je porte en moi, alors je fais preuve de générosité et je leur fais savoir, très gentiment, avec un grand et un large sourire, d'où je viens. Mais tu ne trouves pas que c'est au contraire une forme d'assignation ? C'est-à-dire que là où tu pourrais parler de ton métier, de qui
tu es au-delà de tes origines, tu te retrouves dans des situations où tu dois justifier ton apparence qui n'est pas forcément facilement identifiable par rapport à des origines réelles ou supposées. Est-ce que toi, tu te sens pas contrainte à chaque fois d'expliquer aux gens pourquoi tu ressembles à ce que tu es en t'appelant Samira Ibrahim? Évidemment. Voilà. Et je pourrais me laisser aller dans ce sentiment de colère ou d'exaspération. Encore une fois, on passe mon temps. C'est pareil quand on m'invite sur des thématiques. Oui, parce que tu es d'origine, tu t'appelles Samira Ibrahim, tu vas faire ça. C'est ridicule. Non, moi j'aimerais pouvoir me libérer de ça. Mais est-ce que j'en ai vraiment le choix? Toi, tu milites. Tu peux le faire. Mais moi, je suis journaliste et je ne suis pas vraiment militante. Ou alors, on l'est tous à un certain niveau. Mais évidemment que ça m'exaspère. Évidemment qu'on ne devrait pas... Moi, je pense qu'il faut conscientiser les gens. Il faut les sensibiliser. C'est humain. Et c'est pour ça que je tenais à dire que je vivais cela de part et d'autre. On est un petit peu les enfants. Alors, on s'adapte très facilement parce qu'on a été... sommé de le faire, et en même temps, comme on s'adapte très facilement, on nous en demande beaucoup trop, et à un moment donné, il faut éduquer les gens aussi, mais je pense qu'il faut le faire aussi, d'une manière assez pacifique, douce, cool, parce que ça sert à rien de braquer les gens. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut que éduquer les gens, ce soit notre travail. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je suis pas prof, je suis pas payée pour ça, et donc les gens ils peuvent s'éduquer aussi. Ouais. Oui, mais parfois, les conscientiser, c'est ça. Mais quand je dis éduquer, c'est les conscientiser. Oui, mais c'est une charge, ce que vous tu faites. vois. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que que dans un rapport interpersonnel où les gens me disent, où ils essaient de deviner mes origines en me disant, on dirait une vietnamienne, on dirait ci, on dirait ça, parce que et je trouve que ça me demande énormément d'énergie, tu vois, de leur dire non, alors je ressemble pas vraiment. Enfin, et puis pourquoi est-ce que c'est à moi de leur donner cette leçon, tu vois? Évidemment. Alors moi je dis il faut être cool et sympa, mais c'est vrai que je suis pas forcément toujours très agréable quand on me dit oui, par exemple, tu es marocaine. Non, t'es égyptienne. Mais tu fais pas. Ah bon, t'as déjà été? Tu connais l'Égypte? Non. T'as été en Nubie? Non. Alors pourquoi les gens se rendent pas compte de leur arrogance. Arrogance, j'allais dire un autre mot, t'es gentil, mais l'ignorance, quoi. D'où tu peux, toi, à ta place, tu n'as pas voyagé, tu n'as pas connu, d'où tu peux dire, oui, tu ressembles à une Égyptienne. Non, tu sais pas, donc tais-toi. Effectivement, tu n'es pas aussi gentille. C'est clair, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es toujours dans la douceur. Justement, j'essaye, parce que sinon, je pourrais être très dure avec les gens. Et quand on se connaît, on essaye justement de... Voilà. Il y a un sas comme ça de sécurité. Et il y a un sujet qu'on a déjà évoqué ici, donc avec Grâce, et on avait à cette occasion invité Faiza Gaine, c'est la question de la fétichisation du corps des femmes, notamment qui ne sont pas blanches. Plus on a une apparence, entre guillemets, considérée et perçue comme exotique, plus on est exposé à des fantasmes, à une forme de fétichisation. Est-ce que c'est quelque chose que tu as expérimenté, et quelles sont les choses les plus récurrentes que tu as pu observer en termes de réaction par rapport à ton apparence physique ? Je sais pas, mais c'est vrai que je remarque. Parfois, je me demande si j'avais la peau un peu plus foncée, si j'aurais pu faire exactement la même carrière ou profiter, davantage. C'est compliqué, parce que je vois et un jour, un copain m'a dit, et je pense qu'il a raison, il m'a dit, mais toi, t'es un peu le fantasme entre guillemets du vieux blanc, c'est-à-dire que tu es une jolie noire, mais au trait très blanc finalement. Et donc donc il a cette couleur qui peut un peu l'exciter, et en même temps tu as des traits qui le rassurent. Et c'est horrible, mais il a raison. C'est vrai que et c'est drôle parce que j'ai remarqué, parce que je suis pas une fille. Moi, je me considère pas comme étant très féminine. En tout cas, je ne me perçois pas comme ça. Et je peux être très... je ne sais pas minauder, je ne sais pas être douce. D'ailleurs, j'ai une voix un peu dure, parfois autoritaire, pas dure, mais et c'est vrai que certaines personnalités dans le milieu je peux leur faire peur. C'est-à-dire qu'en plus, je dis ce que je pense, je le dis en souriant. Je dis souvent, je fais ma blonde parce que sinon je peux être trop dure. Donc je le dis en souriant, mais je dis ce que je pense. Et c'est vrai que je sens que certaines personnes peuvent le percevoir comme quelque chose. Je sais que ça leur fait peur. Et ça ramène un petit peu à la femme noire qui est castratrice, c'est ça, la femme noire en colère tout le temps. Ce cliché qui est très connu. Je ressens noire ça un peu agressive. parfois, mais je n'ai jamais...
Non, j'ai jamais vécu de choses déplacées. Oui, alors des choses un peu comme des compliments masqués. Enfin, les gens pensent que ce sont des compliments. Toi, tu les prends très mal, mais bon. De quel type, par exemple? Ouais, franchement, j'ai une chance incroyable. C'est que j'ai une mémoire qui me protège. J'ai une mémoire sélective. C'est-à-dire que je n'aime pas ressasser. Je peux revenir et me rappeler de choses et revoir des scènes et les décrypter de manière différente, mais sur le coup, je passe très vite à autre chose. C'est pour me protéger, je pense. J'ai l'impression que c'est un système qui me protège. De survie, d'une certaine manière, souvent, complètement. Souvent, on se... Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière quand tu étais enfant et te poser la question par rapport à ta perception de toi-même quand tu étais une petite fille. Comme tu es née dans une famille, ton père est noir et ta mère est blanche. Est-ce que ce métissage, comment ça a été ambigu pour toi? Est-ce que tu as réussi à te positionner? Et comment est-ce que tu as grandi avec ces deux identités? Oui, je me posais souvent la question, comment ma mère a pu épouser cet homme noir? Mais c'est horrible, mais je me disais ça parce que j'entendais ça dans la famille. C'est-à-dire que... Alors, mon père était vraiment adulé dans la famille, parce qu'il a été après accepté. Mais c'est vrai qu'au départ, ma mère, très belle femme, égyptienne, et dans sa famille, les gens n'ont pas compris pourquoi cette femme voulait épouser cet homme noir. Tu veux dire que c'était un déclassement pour les gens de ta famille? Bah oui, aussi belle, elle était... très courtisée, courtisée, donc les gens n'ont pas compris. Elle aurait pu tout avoir. Pourquoi est-ce qu'elle est allée avec lui? Et ça, c'est assez étonnant dans la culture, je trouve, arabe. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est étonnant parce que je trouve que les gens qui subissent le racisme eux-mêmes le font subir. Et on n'en parle pas beaucoup. C'est pour ça que quand les gens, aujourd'hui, il y a un truc à la mode, c'est le racisme anti-blanc. Mais en fait, je me demande si c'est pas quelque chose finalement d'humain et en même temps, alors ici, on a les outils pour s'en sortir, pour éviter d'être raciste ou pour changer. Alors, dans certaines cultures, voilà, c'est un peu compliqué. Même si on n'était pas censé l'être, parce que ce sont les cultures arabes, il y a beaucoup de mélanges. Et en fait, c'est très prégnant, le racisme. Et moi, j'ai grandi avec ça. C'est comment cette femme a épousé. Et oui, et après, mais très vite, ce que je veux dire, c'est que très vite, je me suis rendu compte que c'était beau, le mélange. Et parce que ma mère, souvent, c'était son choix. Et tu surtout, en as parlé? Oui, parce qu'elle adore le métissage. Depuis toujours, elle a toujours aimé le métissage et c'était quelque chose d'assez revendiqué. Et elle me disait, moi, je rêvais d'avoir des enfants métis. Et donc, ma mère qui me racontait cette histoire-là, c'est cette histoire-là qui a, en tout cas, eu gain de cause chez moi, plus que l'histoire familiale en Égypte. Alors, évidemment, ils ont accepté mon père, ils l'ont adoré, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que cette histoire de... Et je me souviens que quand en Égypte, je partais, que je me mettais au soleil, ma tante me disait, mais mon Dieu, arrête de te mettre au soleil. Déjà, t'es foncé, mais en plus, tu vas encore être plus noir. Mais toi, tu vas jamais te marier, en fait. T'es toute maigre et tu vas être encore plus noir que tu ne l'es. Arrête, cesse de te mettre au soleil. Et pourtant, donc, il y avait ce truc. tu t'es mariée? Oui, et puis surtout, ma tante m'adore. Mais c'est vrai qu'elle me disait, mais t'es noire. Elle est trop sympa. C'est drôle, mais comment, justement, quand tu aimes un enfant, comment est-ce que tu peux lui dire ça? C'est ça qui m'a toujours Elle pensait le faire pour ton étonnée. bien. Tu as donc épousé un homme d'origine égyptienne, comme toi, mais contrairement à toi, il n'est pas noir. Comment votre union a été perçue à la fois dans vos familles respectives et puis en Égypte où vous allez régulièrement? Ouais, alors c'était très drôle. Évidemment, quand je l'ai rencontré, voilà, j'ai pas vu sa couleur, il a pas vu la mienne. Et ce qui est intéressant, c'est que chez ses amis en Égypte, qui ne m'avaient jamais vu, mais ils avaient entendu évidemment qu'il avait rencontré quelqu'un, et très vite, évidemment, la première chose qu'ils ont su, c'est que j'étais noire. Et donc, j'ai eu comme ça des échos, ils m'ont dit, mais comprends pas, t'as grandi en France. T'as vécu en France et tu nous ramènes une noire, t'es pas capable de nous ramener une blonde? Alors évidemment, sur le ton, on connaît l'humour des Égyptiens, sur le ton de l'humour, tout ça, mais c'est vrai qu'ils étaient choqués, eux. En fait, c'est clair, c'est évident, hein. Je vais être un petit peu caricatural, mais en Égypte, tu ramènes
la pauvre, enfin n'importe quelle blonde ici, mais que personne ne regarde, là-bas c'est une déesse. Et souvent je caricature, je dis ça, parce que ils ont, ils vouent une admiration sans borne aux blondes. Et donc cette phrase m'avait été rapportée, et c'est vrai que ça m'a fait rire, et j'en étais pas du tout étonnée. Après, quand ils m'ont rencontrée, ah là là, mais bon voilà, j'ai eu des compliments, mais heureusement, je pense que si j'avais été peut-être plus foncée, soyons honnêtes, obèse, petite, enfin je sais pas, j'aurais morflé. Évidemment. Moi, je trouve que ce que tu dis, c'est... Tu vois, tu parles du racisme, de la négrophobie dans les pays arabes, notamment en Égypte. Et moi, je peux m'identifier à ce que tu viens de dire pour les pays asiatiques. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même histoire, etc. Mais le colorisme et le racisme tellement qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une hiérarchisation des personnes sur le marché matrimonial en fonction de leur couleur, de leur carnation, c'est-à-dire plus t'es clair et plus t'es une denrée appréciable et rare, enfin rare en tout cas, c'est-à-dire que tu es plus coté, on va dire, et plus tu es sombre, et plus tu... voilà. Il y a une humoriste asiatique, américaine-asiatique, qui dit... En Asie, il y a les deux sortes de pays. Il y a les fancy Asia, donc ça, c'est ceux où les gens sont blancs, en fait. C'est-à-dire, c'est le Japon, c'est la Chine du Nord et la Corée. Et il y a les jungle Asia. Donc ça, c'est le Laos, le Cambodge, tu vois, l'Indonésie. En plus, ils sont musulmans. Donc, et donc, quand tu es une femme... il y a ce spectre-là que tu peux pas nier, et quand tu te maries, on va te juger par rapport à ton choix de partenaire. Ah, elle a bien réussi. Elle s'est déclassée ou elle s'est surclassée, on va dire, par rapport à sa carnation de base. Et en fait, c'est le même système qui découle de l'esclavage, qui découle de la colonisation, et on est dans le même style. Nos pays n'ont jamais eu peut-être de on n'a jamais eu de rapport récent, je te parle pas de... Voilà. Avant, en tout cas, on fonctionne sur le même système. Oui, c'est vrai. Et c'est étonnant, ce que tu dis me ramène à mon enfance. Quand j'étais petite, j'essayais toujours de regarder, surtout quand j'allais dans les pays arabes, d'essayer d'observer s'il y avait des couples mixtes. D'essayer de... Pour voir si tes parents étaient uniques ou Non, pas pour voir si mes parents étaient uniques, mais j'étais sensibilisée à cette question. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et en fait, il n'y avait pas. Les Noirs étaient ensemble et les Blancs étaient ensemble. Et je ne comprenais pas cette histoire. Et même récemment, jusqu'à récemment, dans les feuilletons américains, avant, les Noirs étaient en couple ensemble, les Blancs ensemble. Il n'y a que récemment, on peut voir des couples mixtes. Mais ça, j'ai toujours été sensible à ça, parce que oui, ça fait référence un petit peu à mon histoire. Et du coup, tu dois, au quotidien, en tant que femme noire, tu dois dealer à la fois avec la suprématie blanche qui est opérante en France, dans la cité dans laquelle tu as grandi et tu as toujours vécu. Et en même temps, tu es très connectée avec les pays arabes et le monde arabe, donc où il y a aussi, comme on vient de le dire, de la négrophobie, ce qu'on appelle la négrophobie, le racisme anti-noir. Comment tu arrives à gérer ces deux aspects-là finalement au quotidien, dans ta vie quotidienne ? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui est très opérant, et effectivement tu es renvoyé à ça, mais de deux manières différentes, dans des contextes historiques et culturels différents. Oui, c'est vrai, je suis toujours un peu renvoyée à ça. J'ai eu la chance de travailler dans les pays arabes, et le premier pays dans lequel j'ai commencé à travailler en télévision, c'était la Tunisie. J'ai présenté la version maghrébine d'Envoyé spécial, et c'est drôle parce que j'ai tout de suite été adoptée par les Tunisiens, par les téléspectateurs tunisiens. Et très récemment, on a entendu parler, et c'est bien, parce qu'ils ont avancé, il y a eu des lois, et c'est le seul pays arabe où, antiraciste, on peut trouver une loi antiraciste. Mais il y a quand même eu énormément de violence à l'égard des Noirs. Donc je ne comprenais pas pourquoi. Mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs grilles de lecture, et eux me voyaient, ils ont décidé de me percevoir en tant qu'arabe avant de me percevoir en tant que noire. C'est comme si ma couleur a été complètement oubliée au détriment de mon appartement. Le fait que je parle arabe, et en plus que j'adopte le dialecte tunisien, ça les a peut-être touchés. C'est un petit peu comme les businessmen ici qui sont d'origine diverse, africaines, qui sont très riches. Donc on peut passer à côté, on peut oublier leur couleur. Justement, je pense qu'il y a une intersection d'une question de classe, là, ce que tu dis, parce que quand on parle des Noirs en Tunisie, on ne parle pas des
des Noirs diplomates en Tunisie. On parle des personnes migrantes, en fait, généralement. Des Tunisiens. Il y a 15% de Tunisiens qui sont noirs. Et qui sont de classe sociale plutôt élevée ou plutôt... les Tunisiens, c'est des Tunisiens normaux, quoi. Il y a de tout, absolument de tout, mais ils sont pas perçus comme Tunisiens noirs. Ils sont perçus comme Tunisiens, mais il faut qu'ils restent entre eux. Il n'y a pas non plus de mariage, beaucoup de mariages mixtes. Et quand j'ai travaillé dans le Golfe, là aussi c'était étonnant, je recevais énormément... Et en fait, on ne parle pas beaucoup du racisme. Est-ce que tu peux juste reparler de ton expérience dans le Golfe? Tu as animé une émission pour Abu Dhabi TV, qui était tournée au Liban. Oui, produite par Perry Cochin. Qui était une très très grosse émission qui... Enfin voilà, il y avait vraiment des grandes affiches avec ton visage notamment dans les rues, dans les pays où c'était diffusé. Donc c'est une très très grosse émission dans le monde arabe. Un prime time, oui, tout à fait. Et là, c'était étonnant parce qu'on me voyait comme... alors, je ne sais pas si ça coïncidait avec un peu toutes ces stars qu'on voit américaines. Donc là, ça devenait le profil à la mode. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de noirs à la télé dans le monde arabe, dans les télés du Golfe. Et moi, j'étais en numéro 2 sur l'émission. J'étais quand même un rôle assez prégnant. Et tout le monde me disait, mais d'où tu viens, quoi? Mais qui es-tu? Alors, pareil, ils jouaient devinette, mais t'es de quelle origine? Mais en plus, tu penses différemment. Donc, il y avait un truc... Oui, j'étais un peu un ovni. Et tu penses que le fait d'être française, c'était su? Les gens le savaient ou que ça pouvait jouer en ta faveur ou pas du tout? Oui, c'était su pas vraiment. Ça s'est su vraiment après, à la fin, quand les gens ont su que je vivais en France. Mais non, parce que je parlais arabe. Ce qui a étonné, c'est vraiment peut-être une façon de décrypter l'information, de travailler sur les sujets de manière vraiment très différente. Ça a été notable. Et puis un style très différent. C'est-à-dire que j'avais des traits fins et puis noirs. Et alors, moi, quand je suis arrivée la première fois, c'était le maquillage. C'était quand même très drôle. Parce qu'ils ont quand même essayé. Ils ont essayé. Alors, je disais à la maquilleuse, montrez-moi votre fond de teint. Ah, mais vous n'avez pas confiance, j'ai du fond de teint. Je lui dis, oui, je sais que vous avez du fond de teint, montrez-le-moi, s'il vous plaît. Et alors, elle me sort un fond de teint. Je lui dis, mais mademoiselle, je vais être grise si vous mettez ce fond de teint. Moi, je vais vous expliquer un truc. Je veux pas que vous changiez ma couleur. Je veux ni être plus claire, ni plus foncé, je veux être moi. Et donc là, tout le monde me regardait, mais qui est cette folle? Et donc, il y a des émissions d'ailleurs où je faisais pas attention et où j'apparaissais plus claire. Et moi, j'ai essayé de faire attention à ça. Et j'ai eu tellement de lettres de jeunes filles du Golfe, parce qu'il y en a beaucoup qui sont noires, qui ont des couleurs, énormément de diversité. Ils disaient, ah mais c'est génial, tu donnes la possibilité de nous imaginer aussi à la télévision. Donc il y a du racisme, il y a énormément de femmes qui le vivent au quotidien. Je reviens à la question de mariage, c'est pas aussi évident que ça. Et ces jeunes filles, toute la journée, on leur balance quand même des publicités sur les crèmes qui leur permettent de s'éclaircir la peau. Donc voilà, mais j'ai eu cette possibilité-là, mais c'est pas ouvert. C'est pas parce que moi j'ai fait cette émission que aujourd'hui tout le monde cherche à avoir une noire dans son plateau. Non. Je sais que sur MBC, une des plus grandes chaînes du monde arabe, mon nom est sorti plusieurs fois et que ouais, mais non, mais on veut une blanche quand même. C'est arrivé. Et en France, du coup... justement, en France, la question de la diversité, au moment où tu as commencé ta carrière, cette question-là dite de la diversité, entre guillemets, parce qu'on n'est pas forcément un mot qu'on affectionne, était très très à la mode, notamment après les révoltes 2005 de Chris Sous-Bois, et beaucoup de chaînes de télévision se sont rendus compte du fait que les plateaux étaient beaucoup trop blancs et qu'il fallait varier. Et donc cette question de la représentation est venue très très fortement. Est-ce que tu dirais que ça a été un atout ou un désavantage pour toi d'être une noire pas trop noire et une arabe pas trop arabe, puisque finalement tu pouvais assurer ce rôle de... Voilà, au-delà de tes compétences, que je ne remets pas du tout en question, mais tu pouvais assurer ce rôle de touche de couleur sans être forcément trop identifié à un groupe ou à un autre avec tous les clichés que ça induit, ou est-ce qu'au contraire, cette ambiguïté, entre guillemets, a joué en ta défaveur? Ça m'a servi autant que ça m'a desservi, clairement. Si aujourd'hui, j'ai pu présenter cette émission d'investigation sur François, c'est parce que j'avais, avant cela, présenté Envoyé spécial Maghreb, et évidemment, ils ont vu ces vidéos, ils ont vu mes compétences, donc c'est pour ça qu'on m'a confié cette émission, et puis parce que aussi, sans doute, on va pas se voiler la face, je m'appelle Samira Ibrahim, et que j'ai la couleur que j'ai, je suis noire, et en même temps, ça a joué en ma défaveur, parce qu'au moment où
où la ligne éditoriale de François changeait, où on revenait plus à une chaîne, on sortait de chaîne ouverture le monde, diversité, métissage, et qu'on revenait à une ligne éditoriale beaucoup plus lisse et beaucoup plus ancrée dans la culture ultramarine. Là, on m'a dit, en gros, texto, tu as la bonne couleur, mais tu n'as pas les bonnes origines. Samira Ibrahim présentait l'émission phare de François. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de présenter l'émission. Donc, tu vois, c'est qui tout double. Moi, ça m'a toujours énervé, ça m'a toujours saoulé qu'on mette en avant les origines, la couleur. Aujourd'hui, c'est indéniable qu'il faut représenter, qu'il y ait une représentation de tout le monde, de cette diversité, entre guillemets, dont on parle, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle, ou alors la minorité visible, parce qu'il y a des compétences. Et ici, la preuve en est, c'est que vous présentez un podcast qui cartonne, donc voilà. Il y a des compétences. C'est pas comme si on allait chercher des électriciens ou des informaticiens pour leur demander de faire la télé. De faire du journalisme ou faire de la télé. Non, ce sont des gens qui sont déjà sur le terrain, qui travaillent et qui ne trouvent pas de possibilités parce que, justement, ils sont noirs, arabes, asiatiques, parce qu'ils sont de couleurs différentes. Et ça, il faut le dire. Et le problème aussi, ce qui a joué en ma défaveur, c'est le fait d'avoir aussi de dire ce que je pense. Aujourd'hui, on veut bien mettre quelqu'un qui nous ressemble, un peu divers, tu sais, comme le divers sur ton CV, on ne sait pas divers, on ne sait pas d'où il est, mais bon, il est divers. Et on veut bien, mais à condition qu'il soit formaté, qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire. Et à un moment donné, ça ne marche plus parce que c'est pas possible, on a des choses à dire. Et c'est pour ça ce serait peut-être intéressant qu'on fasse des émissions, parce qu'on a du vécu et on a des choses à dire. Est-ce que tu ne trouves pas paradoxal le fait que finalement, toi qui as grandi en France et qui as fait toute ta scolarité, tes études, etc., travailles essentiellement en langue arabe, et aujourd'hui, tu travailles beaucoup dans le monde arabe, notamment ton émission de radio, alors que ta première langue, c'est le français, enfin c'est une en tout cas des langues dans laquelle tu as été éduquée, si on reprend l'instruction scolaire. Est-ce que c'est pas paradoxal d'être finalement indirectement renvoyé à tes origines uniquement, et pas ton identité aussi citoyenne? Clairement, je pense avoir du potentiel, et que je suis pas du tout, que je n'utilise pas mon potentiel, et que la France n'utilise pas mon potentiel. C'est débile, parce que j'ai l'impression d'être un bon soldat. C'est-à-dire que c'était très important pour moi de travailler au sein du service public. C'était un peu une façon de rendre ce qu'on m'avait donné. Moi, j'ai grandi en France, j'étais à l'école de la République, j'ai appris l'arabe, j'ai appris qui j'étais, mis mon identité en France. Je suis allée au Langso, j'ai étudié en France. Et donc, j'avais toujours envie de rendre l'appareil. Mais en même temps, on ne peut pas forcer les gens à vouloir prendre cette reconnaissance ou l'avoir. Donc oui, c'est complètement paradoxal. C'est un peu dommage, parce que je fais du soft power. Je pense que je suis aussi, tous, autant que nous sommes ici, nous sommes des ambassadeurs de la culture française, de ce qu'il y a de mieux, de ce qu'il y a de plus positif. Si maintenant, les Français n'en ont que faire et qu'ils ne veulent pas utiliser notre potentiel, nos services, eh ben, tant pis. Après, voilà, moi je suis pas à attendre près de mon téléphone, j'ai pas le temps. C'est pour ça, on peut parler de racisme, de discrimination, et ça existe évidemment, on en parle et il faut trouver des solutions. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas professeur, nous aussi on a notre vie. Génération sacrifiée, il est hors de question. Moi je suis pas là pour être aigrie, j'ai pas le temps d'avoir des frustrations. Je vis ma vie. Parce qu'on me l'a reproché à un moment donné, un producteur m'a dit, mais tu ne penses pas que c'est une erreur d'avoir été travailler dans le Golfe? Je dis, ah bon, une erreur? Tu voulais que j'attende près de mon téléphone? Des propositions qui ne sont jamais venues. J'ai présenté des émissions avec des plateaux incroyables. J'ai présenté Taratata dans les pays arabes. Qu'est-ce qu'on me propose ici? Alors ça, j'ai trouvé ça très drôle. Tu veux dire que ce serait un faux pas dans ton CV, selon lui, d'avoir travaillé dans le Golfe? Oui. Ce serait stigmatisant, en fait. C'est stigmatisant, c'est ça, le fait que tu n'aies pas travaillé en arabe, genre ça te réduit. Oui, ça n'apporte rien ici pour ton expérience dans les pays, en France. Et une autre personne aussi qui travaillait, qui était à la recherche de talent à France Télévisions, qui s'est permise de me dire, oui, non, mais écoute, ta bande démo, c'est très bien, mais enlève-moi tout ce qui est en langue arabe. Là. De toute façon, on ne parle pas l'arabe. Je dis, oui, mais c'était pour voir les plateaux, pour voir un petit peu ce que je pouvais faire.
oui, mais bon, c'est pas important, ici on est en France. Bah oui, parlons d'audience. Hein. Et si on parlait d'audience, en Égypte, ils sont 100 millions d'habitants, en Arabie Saoudite, 30 millions, et je ne parle pas de tous les autres pays. On parle des audiences de France Télévisions ici. Et j'ai trouvé ça complètement dépassé. Donc, Et moi, je trouve qu'il y a toujours aussi un soupçon de manque d'indépendance quand tu es journaliste et que tu travailles pour un média qui n'est pas un média français blanc. On te soupçonne d'être, partial. Oui, c'est-à-dire que... D'être sous la coupe d'une puissance étrangère. Tu es arabe, tu travailles pour un média arabe, donc forcément tu ne peux pas être un journaliste indépendant avec une voix, une déontologie en fait. Et puis aussi, il y a toujours ce soupçon aussi, j'ai l'impression, comme si, en fait, le fait d'avoir été identifié et sélectionné pour travailler pour un média arabe, comme si les critères étaient différents. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on n'imagine pas, en tout cas dans cette réflexion-là, que tu as été choisi pour tes compétences, ta capacité à parler à une très très large audience internationale. On réduit ça au côté arabe et on se dit que c'est peut-être par connivence. Oui, mais c'est d'ignorance, tu vois, parce qu'ils se sont même pas penchés sur le type d'émission que je présentais. J'ai présenté envoyé spécial Maghreb, c'est-à-dire que les droits avaient été achetés en France. C'est-à-dire que c'était une superbe pub pour la France. Les émissions que j'ai tournées avec Perry Cochin dans le monde arabe, c'était des émissions justement adaptées, des émissions françaises adaptées pour le monde arabe. Donc au contraire, c'est braquer la lumière sur tout ce qu'on sait faire de mieux. Donc s'ils sont pas capables de faire leur travail, je ne peux pas le faire pour eux. Donc non, c'est énormément de manque de compétences. Je suis désolée, un producteur m'a dit aussi, tu peux m'expliquer pourquoi tu n'es pas devenue une star en France? Mais je lui dis, mais parce que vous ne faites pas votre boulot, monsieur. Non, mais c'est vrai. Donc, tu peux faire taratata dans les pays arabes, tu peux faire envoyer spécial dans les pays arabes, mais en France... Ben ouais. Et pourtant, j'ai présenté des émissions, j'ai fait le tour du monde, en Afrique, dans les pays arabes, voilà. Mais je pense qu'il faut que j'aille présenter sur Mars pour pouvoir avoir une émission intéressante en France. C'est pas grave, hein. Mais c'est la France, c'est normal. Ça va venir, ça va venir. En tout cas, on connaît tes compétences, Samira. On a été très très heureuse de te recevoir pour partager ton expérience de femme africaine, noire, arabe, française, avec toutes tes expériences internationales. On espère que des oreilles seront penchées sur le podcast et pourront identifier des talents et permettre à la plus large... monter notre émission. Montons notre émission, c'est un appel que tu nous lances. Ouais. Alors là, il faut qu'on trouve des producteurs. Allez, mais il y en a des producteurs sympas. Merci beaucoup Samira d'être là avec nous et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons d'avoir. Si vous êtes inclassable comme Samira, si vous pensez qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, nous serions heureuses d'entendre ce que vous avez à nous dire. Écrivez-nous sur kiftaras@binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter et Facebook avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras, merci Rokhaya. beaucoup, merci Samira, merci pour ta présence. Kiftaras, c'est un podcast produit par Binge Audio. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. Merci beaucoup Samira. Merci Samira. Merci Grace. Merci Rokhaya. Salut.